De footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je suis aujourd'hui avec Iñaki Terezola. Salut Iñaki. Salut Jess. Ça va ? Très bien. Ouais. On est ici à Paris, il fait frais, il fait froid. Hein. Moi qui arrive de Barcelone, j'ai pris un petit choc thermique. On peut le dire, froid. Hein, on peut le dire, ouais, froid. Est-ce que tu peux, avant de lancer l'épisode, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors je suis basque, franco-espagnol, j'ai 48 ans, séparé depuis peu et je suis depuis de nombreuses années maintenant cadre dirigeant dans le monde de la santé avec de fortes convictions. Je suis un homme de conviction et de passion et une de mes convictions principales, c'est le fait que ce sont les hommes et les femmes qui composent une entreprise qui en font le succès et que c'est par leur épanouissement que passe la performance d'une entreprise, et on y reviendra sûrement. Ouais. Et justement, à ce titre, je viens de rejoindre récemment le laboratoire Curium, peut-être pas très connu du grand public, qui est un leader en médecine nucléaire. Donc nous fabriquons des radiomédicaments à visée diagnostique et bientôt à visée thérapeutique. Ouais. Et j'ai l'immense bonheur de diriger les équipes marketing, médical et accès au marché pour l'international. Félicitations, c'est tout récent. Exactement, c'est tout récent. Je suis rentré début décembre. Eh ben, félicitations, Iñaki. Merci pour cette présentation. Comme d'habitude, pour lancer l'épisode, je te pose la question. Est-ce que tu avais imaginé une seule seconde faire ce que tu fais aujourd'hui au démarrage de ta vie professionnelle ? Alors, la réponse, évidemment, est non. Et j'imagine que la grande majorité des gens qui sont devant toi te répondent non. Alors, effectivement, mais parfois j'ai quelques surprises. Tu vois, Damien que tu connais, me dit non, il a su dès 15 ans. Et c'est très rare. Honnêtement, ça doit faire un peu plus de 20 épisodes que j'enregistre sur Hors Normes. Je pense qu'ils sont 2 dans ce cas-là. Et alors, je ne fais pas partie des exceptions. Voilà. Parce que la réponse est non, même si là où je suis aujourd'hui est quand même pas tout à fait dû au hasard non plus. Et je vais te la raconter tout de suite. Je suis né dans une famille d'entrepreneurs, ou en tout cas de profession libérale. Je suis le seul dans ma famille à être un salarié. Mais pour autant, ils sont tous dans la santé. Donc, excuse-moi, je te pose rapidement une question là-dessus. Tu le précises parce que c'est perçu comme étrange d'avoir entrepris une carrière Alors oui, un petit peu. Ça l'était un peu étrange pour une simple et bonne raison que je suis né dans une officine, que je suis pharmacien et que si je me suis dirigé vers la carrière pharmaceutique, c'était d'abord parce que j'imaginais assez basiquement et sans passion reprendre l'officine de ma maman, et je pense que c'était aussi ce que mes parents avaient envisagé pour moi. Et finalement, vous en aviez parlé concrètement ou c'était... Non, on n'en a pas vraiment parlé. Alors on a dû en parler quand tu leur ai dit que finalement ça allait pas le faire. Okay. Mais non, on n'en avait pas parlé, mais à 18 ans, j'étais un garçon qui n'était pas forcément hyper bien dans sa peau, pas hyper épanoui, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Bon, ma maman avait une officine, j'étais vraiment né dedans puisque la maison était quasiment dans l'officine. Du coup, je me disais, c'est une solution de facilité, je vais faire ça et puis on verra bien. Ouais. Maintenant, j'ai commencé mes études et je me suis vite rendu compte que rester entre quatre murs, et avec tout le respect que j'ai pour les officinaux, mais c'est un métier qui est quand même extrêmement social, extrêmement à l'écoute, et puis finalement on fait un peu la même chose quand même pendant 40 ans, et ma maman a été passionnée par ça et elle était faite pour ça, mais moi je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'autre chose. D'accord. Et en plus je pense qu'à titre personnel j'avais aussi besoin de me prouver à moi-même que je pouvais faire autre chose. Encore une fois, j'étais un garçon qui n'avait pas beaucoup confiance en lui, pas très épanoui, et du coup je me suis dit ok, qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Excuse-moi, je m'arrête là-dessus, ça fait 2 fois que tu dis que tu n'étais pas épanoui. Non. Tu as identifié depuis tout ce temps pourquoi tu n'étais pas épanoui ? Alors là, Jess, on va ouvrir un chapitre de ma vie, je ne suis pas sûr qu'on soit pas là pour la journée. Oui, j'ai identifié après coup pourquoi j'étais pas totalement épanoui. Tu veux qu'on l'ouvre tout de suite le chapitre ou qu'on en discute
discute un peu plus tard. Hein. Je ne sais pas si le chapitre va durer. Moi, mon podcast est un format d'1 heure environ. J'ai plutôt l'impression que c'est un format de 3 heures que je propose. ça peut durer un peu. Ça peut durer un peu. Mais on va y revenir si tu veux. J'ai essayé de faire bref. Donc, j'ai choisi la carrière plutôt de l'industrie pharmaceutique, non pas par conviction au départ, mais plutôt parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de faire autre chose et de sortir un peu de ce carcan familial qui était quand même pour moi une espèce de cocon qui me protégeait. Et donc je suis parti à Paris. Ouais. Ce qui m'a permis, et donc j'ouvre cette petite parenthèse, aussi de prendre conscience que mon mal-être, il n'était pas lié à ma famille, ou peut-être un peu indirectement, mais il était lié à qui je suis profondément. Je suis né dans une famille catholique, avec des valeurs chrétiennes très fortes, dans une bourgeoisie de province où il y a des choses qui sont moins admises que d'autres, et pour la faire courte, je suis gay. Je suis gay, mais à l'époque, c'était pas forcément évident pour moi, et forcément pas visible dans mon environnement social. Ça veut dire que, j'essaie de comprendre, jusqu'à 18 ans, tu avais... Plus que 18 ans, Plus que 18 ans, non, mais jusqu'à longtemps, je me suis moi-même interdit de pouvoir penser ou même imaginer que je pouvais être autre chose que hétérosexuel, comme l'environnement social dans lequel j'ai grandi, me l'imposait, entre guillemets. Donc ça a duré. Et c'est pour ça que Paris, c'était pour moi une manière consciente ou inconsciente aussi de me sortir de ce joug et de cette pression sociale. Pression sociale que m'a jamais mis ma famille en tant que telle, mais que j'ai ressentie dans la manière dont j'ai grandi, dans l'environnement dans lequel j'ai évolué. Le cadre qui était planté, en fait. Exactement. D'accord. Ok. Donc tu as dû sortir de ce cadre. Je suis sorti de ce cadre et donc je suis parti dans l'industrie pharmaceutique en me disant ça me permettra aussi de voir dans quelle mesure je suis capable d'aller plus loin ou capable de faire des choses, des choses qui sont peut-être pas exactement qui je suis. Et donc rapidement je suis rentré dans le laboratoire Novartis et au bout de 6 mois, figure-toi Jess, que j'ai donné ma démission. J'ai donné ma démission parce que j'étais... Ça fait court comme explication. Ah oui, c'est assez court parce que j'étais harcelé. Harcelé moralement par mon manager. Et là, j'ai fait la connaissance, j'ai rencontré, j'ai pas fait la connaissance, mais en tout cas, j'ai vécu le poids de la bienveillance parce que j'ai eu la chance d'être accompagné par le directeur marketing de l'époque, qui était un leader bienveillant et qui m'a donné sa confiance alors que j'étais prêt à tout plaquer. Cet élément, j'en parle aujourd'hui et c'est pour ça que je te dis que j'aurais pas forcément imaginé être là aujourd'hui parce que j'étais prêt à donner ma démission, à repartir en officine, à tout lâcher. Et ce moment a été hyper structurant et j'ai compris le poids qu'un individu pouvait avoir sur les autres et justement le poids de la confiance et de la bienveillance. Pour moi, qui était un garçon qui n'avait pas trop confiance en moi, qui me cherchait un peu, ce monsieur a fait... On peut le citer, ce monsieur ? Bien sûr, il s'appelle Renaud Gabé. Il est parisien, mais aujourd'hui, il travaille plutôt en Asie. Ouais. Et voilà, il m'a permis de redonner confiance en moi, et de rester dans le groupe Novartis, dans lequel je suis quand même resté 22 ans finalement, et surtout de te couper, de structurer qui je suis aujourd'hui en tant que leader. Et la bienveillance est vraiment une boussole. Et quand je dis bienveillance, on met beaucoup de choses dans la bienveillance, mais pour moi la bienveillance c'est l'exigence, le respect et traiter chaque collaborateur et chaque individu avec l'humanité et le respect qu'il mérite, tout en étant exigeant. Et on confond souvent gentillesse et bienveillance. Je pense que l'exigence, pour moi, fait partie de la bienveillance. Et c'est un sujet qui m'anime. Et c'est pour ça que je place les hommes et les femmes au cœur de mes succès, au cœur de la performance dans une entreprise. Et c'est comme ça que sur mes 15 dernières années de cadre dirigeant, j'ai évolué. Ouais, on sent qu'effectivement ce monsieur a compté pour toi. Et tu le considères comme un mentor, on peut dire mentor. Clairement. Ouais. Qui finalement, la définition que tu donnes, c'est aussi peut-être un peu la sienne. Il a fait preuve de bienveillance, mais sans j'imagine aussi te ménager avec exigence dans ton métier, j'imagine. C'est pour ça que tu évoques les deux pans qui peut-être pour certaines personnes sont peut-être antinomiques, mais pas pour toi, en tout cas pas non plus pour ce monsieur. Mais du coup, je reviens sur ce moment où effectivement tu dis je pars, j'ai un manager toxique. Que fait ce monsieur pour trouver une solution à ce... T'as changé de manager ou... Alors, vous allez voir que que c'est assez basique, mais déjà, il a pris du temps pour moi.
ce qui a été pour moi une marque de reconnaissance non négligeable. Quand je suis arrivé, je rentrais de vacances, je me souviens c'était au mois d'août, je rentrais de 3 semaines, où j'avais passé 3 semaines au Pays Basque avec ma famille, où j'avais quasiment pleuré tous les jours. Donc là, mes parents m'ont dit, Iñaki, il va falloir que tu prennes une décision, c'est plus tenable. Donc j'arrive, par chance, mon manager direct n'était pas là, elle était encore en vacances, et donc je vais voir Renaud, je dis voilà Renaud, j'ai ici ma lettre de démission, je veux partir. Donc là, il s'assoit, il ferme la porte de son bureau, et j'ai littéralement passé la journée assis dans son bureau avec lui en face. Et je pense que ce garçon et ce monsieur, il avait notre agenda ce jour-là, et il a tout laissé tomber pour échanger, pour discuter avec moi. Donc il m'a écouté. La journée entière. Oui. La journée entière, Jess. Il m'a écouté déjà, et je pense que c'est aussi une énorme qualité d'un leader, et la bienveillance, ça commence aussi par l'écoute. Donc il m'a écouté pour comprendre comment j'en étais arrivé là, comment je me sentais, et il a eu ces propos, alors je me souviens pas des mots exacts, mais il a eu ces propos en me disant, écoute Iñaki, ça sera ta décision si vraiment tu veux partir, mais tu ne peux pas partir aujourd'hui, tu ne peux pas partir dans cet état-là. Parce que si tu pars dans cet état-là, dans ce manque de confiance, et en vivant ça comme un échec important, tu vas avoir encore plus de mal à te reconstruire dans une prochaine étape professionnelle. Ce en quoi il avait complètement raison. Donc on a discuté, on a échangé pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait me rendre plus épanoui. Donc il a mis sur la table pas mal de choses. Notamment, il savait que j'étais proche de mes racines, et le Pays Basque est quelque chose d'important pour moi. Donc il m'avait même proposé de travailler à distance, de pouvoir être une semaine sur 2 au Pays Basque. On parle d'il y a 22 ans, donc autant vous dire qu'il y a 22 ans, c'était pas le télétravail, c'était pas tout à fait la norme. Bref, il a mis plein de solutions sur la table, on a beaucoup discuté, et à la fin il m'a demandé de m'engager pas à renoncer tout de suite à ma démission, mais en tout cas à réfléchir et à la discussion qu'on a eue, aux solutions qu'il a mis sur la table, et à voir qu'est-ce qui pouvait me permettre à minima de retrouver une certaine confiance en moi ou une sérénité dans mon job. Donc évidemment, il m'a sorti du management de cette personne qui était nocif pour moi. Il m'a laissé réfléchir en 24-48 heures. J'ai pris peu de solutions qu'il m'a proposées, pour la simple et bonne raison que mes valeurs de droiture, de respect, d'exemplarité me permettaient pas déjà à l'époque de me dire t'as 5 ou 6 collègues, il n'y en a aucun qui est parisien, on était tous des jeunes chefs de produits qui venaient de partout en France, pourquoi toi tu vas aller travailler au Pays Basque alors que eux ils aimeraient peut-être bien travailler ou à Nîmes ou certains étaient italiens en Italie ou dans le sud de la France, c'est pas très juste par rapport à eux. Donc ça j'ai pas fait, je lui ai dit non, ça Renaud je le ferai pas. En revanche je t'entends, je m'engage à essayer de me sentir mieux, à travailler différemment et à reprendre confiance en moi. Et voilà, et ça a plutôt marché puisque j'ai passé 22 ans dans ce groupe que j'ai quitté au mois d'avril 2024. Incroyable. Ouais. C'est un début intense émotionnellement et j'entends très structurant. Extrêmement structurant. Vraiment extrêmement structurant. Je pense que j'étais déjà je suis quelqu'un qui suis naturellement empathique, naturellement à l'écoute des autres, mais cet événement m'a totalement structuré, et encore une fois j'ai pris conscience du poids qu'un individu pouvait avoir sur notre, dans tous les sens du terme, du poids extrêmement néfaste pour un jeune comme moi qui n'avait pas trop confiance en lui déjà à la base et qui rapidement s'est senti harcelé par une personne qui ne faisait que me rabaisser, qui ne faisait que me demander des choses qui étaient infaisables, qui ne faisait que systématiquement dénigrer mon travail versus un leader qui m'a écouté, qui m'a donné confiance, qui m'a dit mais tu as de vraies capacités, si je t'ai recruté, en l'occurrence c'est lui qui m'avait recruté, pas elle, si je t'ai recruté c'est parce que je sais que tu as de vraies compétences et je me trompe rarement, il faut juste que tu reprennes confiance en toi. Et ça a eu un effet hyper puissant sur moi. Et encore une fois, j'ai compris que c'était important et que quels que soient les individus qu'on a en face de nous, et j'ai eu malheureusement dans ma carrière besoin de me séparer de collaborateurs qui n'étaient pas ou à leur place ou pas compétents, mais je l'ai toujours fait en ayant cette boussole de respect, de bienveillance et de considération de l'homme et de la femme que j'avais en face de moi. Ouais, je comprends. Mais alors, du coup, tu intègres le groupe ? Oui. Hein, et comment démarre ta carrière pro, sur quel type de fonction, et comment tu évolues dans le groupe pendant Alors je suis rentré en tant que chef de produit, jeune chef de produit. J'avais une petite expérience chef de produit chez GSK juste avant. Alors pour la petite histoire, je ne veux pas faire trop de digression, mais ça peut être intéressant quand même. J'ai fait le SCP en plus de Pharma, dans Subtoco Paris. Et quand j'ai cherché des stages, j'étais pris chez Novartis et chez GSK. Okay. Sauf que Novartis était un laboratoire, a priori, où la communication n'était pas optimale à l'époque. Donc Renaud
pensait que la DRH allait m'informer et la DRH pensait que Renault allait m'informer. Donc personne m'a informé que j'étais pris chez Novartis. Donc j'ai dit à GSK, ok, j'arrive. Ouais. Et une semaine avant que mon stage ne commence, Renault m'appelle et me dit, bon, monsieur Dorezola, je voulais qu'on fasse le point pour préparer un peu votre arrivée. Et donc là, les bras m'en tombent, j'ai dit, mais monsieur Gabé, je viens pas chez Novartis en fait. Je vais chez GSK. Il me dit, mais comment c'est possible? J'ai dit, mais personne m'a jamais informé, je découvre avec vous que vous me prenez en stage. Donc là, à la Renault, déjà à l'époque, j'ai commencé à sentir le profil du personnage. J'ai passé, je pense, 2 heures au téléphone avec lui, où il m'a expliqué par A plus B qu'il fallait absolument que ce soit moi, que j'étais la plus belle merveille du monde. Donc à l'époque, je le connaissais assez peu, donc je me suis dit, bon, c'est un peu la flagornerie, il a besoin de stagiaires et forcément, il se retrouve le bec dans l'eau. Donc j'ai quand même un peu réfléchi et le lendemain, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoutez, monsieur Gabé, merci pour tout ce que vous m'avez dit hier, mais je commence ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, je peux pas déjà tourner le dos à un premier employeur. Donc c'est pas qui je suis, c'est pas mes valeurs, donc je viendrai pas chez Novartis. Et là il m'a dit, ok, très bien, je l'entends et c'est tout à votre honneur. En revanche, si un jour vous avez un problème, surtout n'hésitez pas à me rappeler. Okay. Je me suis dit, ok. GSK, je rentre chez GSK, je suis rentré littéralement le jour de la fusion entre Glaxo Wellcome et SmithKline Beecham qui a donné GSK. Donc super opportunité professionnelle parce que c'était le bordel ambiant. Donc j'ai eu plein de responsabilités dans mon jeune poste de stagiaire, mais en même temps au bout de 2 ans, à force d'avoir enchaîné les CDD, on m'a expliqué que plan de restructuration, on n'embauchait personne et j'avais fait le tour de tout ce que je pouvais légalement faire en tant que CDD. Donc je me suis retrouvé sur le carreau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Renaud Gabé. Et j'ai dit, Renaud, voilà, je suis sur le carreau, j'ai passé 2 ans chez GSK, mais j'ai plus de job. Il me dit, je vous rappelle dans 1 mois, je trouve une solution. Il m'a rappelé dans 1 mois, il m'a embauché, il a créé un job pour moi, d'abord en intérimaire, puis en CDD, et au bout d'1 mois, le CDD a finalement été transformé en CDI. Au bout de 6 mois, j'ai donné ma démission, et on revient à l'histoire. Il est incroyable dans ce démarrage de carrière, ce monsieur. Vraiment, il est hallucinant. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, parce que j'ai fait une petite digression, j'ai commencé ma carrière en tant que chef de produit, donc plutôt marketing, dans le milieu de l'hypertension à l'époque, qui était un milieu dans la pharma où il y avait beaucoup de molécules, c'était un très très gros marché. Aujourd'hui, la recherche a beaucoup avancé, donc il y a moins d'innovation dans l'hypertension qu'il y en a dans d'autres domaines thérapeutiques, mais il y a 25 ans, c'était un domaine où il y avait beaucoup d'innovation thérapeutique, et l'hypertension était un gros domaine pour Novartis. On était 6 ou 7 chefs de produits, c'était une grosse équipe. Ah, wow. Et donc là, tu vas tenir ce rôle pendant combien de temps ? Alors celui-là, je vais le tenir 3-4 ans, je pense. Et ensuite, j'ai l'opportunité d'avoir une mission pendant 1 an à la région Europe pour Novartis, qui m'a permis intellectuellement. Alors j'étais jeune encore, donc à la région Europe en général, on emploie des gens qui ont une certaine seniorité, ce qui n'était pas mon cas. C'était une mission d'1 an, et mission justement parce que j'étais pas assez senior pour prendre un rôle là-bas, mais ça m'a permis de mieux comprendre aussi le fonctionnement de ces grosses entités, laboratoire suisse, voilà. La manière dont un laboratoire comme Novartis, qui est encore une fois un gros labo, était managé, les attentes aussi du senior management, la notion de reporting, les disparités entre les pays. Donc c'était intellectuellement hyper intéressant. Avant que je n'évolue vers un poste de management, toujours en marketing. Et là, j'ai changé de domaine. Je suis parti sur les neurosciences, où j'ai passé beaucoup de temps. J'ai beaucoup travaillé en neurosciences et en neurologie dans ma carrière. D'accord. Pour ensuite prendre un poste de directeur régional, mais on y reviendra sûrement tout à l'heure. Neurosciences, tu dis longtemps? Combien de temps? Alors à plusieurs reprises, mais j'y suis resté, alors là tu fais appel à ma mémoire, Jess, en tant que manager 2 ou 3 ans je pense, manager des équipes marketing, Alzheimer, Parkinson, donc une expérience assez extraordinaire. J'avais mon grand-père qui commençait à avoir la maladie d'Alzheimer et travailler moi-même sur des produits, c'était assez émotionnellement fort et en même temps intéressant, parce qu'on a lancé un patch dans la maladie d'Alzheimer. Donc tu vois, un patch pour des gens dont justement le toucher, la relation est devenue compliquée, c'était quand même assez au-delà de l'aspect bénéfice patient, c'était aussi d'un point de vue émotionnel, accompagnement des aidants et des patients, quelque chose de pas simple, une histoire magique et formidable. Et de là, je suis passé, donc je suis resté en neurosciences et je suis passé ce qu'on appelle dans l'industrie pharmaceutique sur le terrain, donc j'étais directeur régional.
D'accord. Donc je dirigeais des délégués médicaux. J'avais 13 collaborateurs, ce qui était beaucoup à l'époque, et j'avais un cinquième de la France. Et j'étais jeune à l'époque, je le suis moins aujourd'hui, et je pense que je manageais des gens qui, pour la majorité d'entre eux, auraient pu être mes parents. Ah oui, donc d'accord. c'était quand je suis arrivé là, je me suis dit oulala Iñaki, ça va pas être gagné ton histoire. Là, justement, tu évoquais au tout début de notre échange effectivement l'importance de ce leader, de ce mentor. Tu évoques tes premiers pas en tant que manager en marketing et ensuite auprès de ces délégués médicaux. Comment tu appréhendes ce rôle? Tu es jeune, en plus effectivement face à des populations plus âgées. Comment tu prends le rôle? Alors, Renaud avait quitté Novartis depuis un moment, donc il m'accompagnait moins, on va dire. Et entre-temps, j'ai eu un autre mentor qui a aussi façonné beaucoup qui je suis, on en parlera sûrement après. Comment j'apprends ce rôle? Alors, assez naïvement, et ça a été un de mes mantras aussi dans la vie, je me suis dit... Je suis pas un passionné de foot, mais l'équipe de France 98, Aimé Jacquet, c'est un truc qui m'avait quand même marqué. Okay. Et je m'étais toujours dit, Aimé Jacquet, ça n'a jamais été le meilleur joueur de foot de France, et pour autant il a réussi à mener ces mecs-là vers les étoiles. Donc je me suis dit, c'est comme ça que tu dois appréhender ton rôle. Et c'est comme ça que je me suis présenté aussi auprès de mes équipes en disant, voilà, on se connaît, parce que je venais quand même de la même équipe. J'étais au marketing, ils étaient aux ventes, mais ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble, donc j'avais préparé avec eux le lancement, donc ils me connaissaient dans une fonction, et là j'allais en prendre une autre. Donc ils me connaissaient dans une fonction de manager, mais je manageais des collaborateurs qui étaient des collaborateurs sièges, donc des collaborateurs qui étaient un peu des clones de qui j'étais, donc des marketeurs. Et là j'appréhendais un métier que je connaissais pas du tout, mais donc voilà, pour revenir sur mon propos, je leur dis voilà, j'aurais pas la prétention de faire votre métier, vous savez que je l'ai jamais fait. Moi mon ambition c'est de vous accompagner, et j'avais pris sans trop de prétention, mais quand même en disant voilà, mon rôle c'est d'être un coach et un manager, et Aimé Jacquet il a jamais été meilleur que Zidane, et pour autant il a permis de gagner la Coupe du Monde. Donc moi mon ambition c'est de vous accompagner pour T'avais cité cette analogie avec le venture. Excellent. C'est marrant. Oui, surtout que c'est pas comme si le foot était ma passion. Mais à l'époque, 98, j'étais étudiant à Bordeaux, et voilà, et on avait fait la fête en juillet, je me souviens, c'était un truc un peu... Et c'est quoi la réaction en face de toi que tu obtiens? Plutôt atone, ou en tout cas c'était il y a longtemps, je me souviens pas d'avoir eu une réaction hyper positive ni totalement réfractaire non plus, donc c'est pour ça que je te dis atone, j'ai pas un souvenir de voilà. Après et mon propos n'a pas vocation à être prétentieux, mais le lancement du produit s'était plutôt bien passé. D'accord. Donc j'avais quand même une aura plutôt positive auprès des équipes terrain. Donc même s'ils me connaissaient pas en tant que manager, je pense que ils arrivaient pas en se disant bon, il est jeune, ok, mais je pense qu'il n'y avait pas une défiance démesurée. Ils s'attendaient, évidemment, ils me regardaient un peu du coin d'œil en se disant ok, qu'est-ce qu'il va faire et comment il va se comporter maintenant qu'il nous manage et qu'il n'est pas en train de nous faire la stratégie ou la com du produit. Mais voilà, mais c'était pas non plus une défiance. Donc j'étais dans un environnement qui était quand même safe entre guillemets. Mais est-ce que toi déjà, tu avais quel âge à ce moment-là? C'est une bonne question, c'était en 2008. 2008, je suis né en 77, vas-y, fais le calcul. Là, 31 ans. Ouais, tu avais une petite trentaine, ok. Ouais. Tu voulais déjà, enfin, tu avais déjà conscience ou verbalisé le fait que tu voulais avoir ce que tu as décrit en termes de leader. Enfin, tu avais déjà une définition de ton futur leadership ou pas encore? Alors non. Clairement pas. C'est arrivé avec le inconsciemment non, inconsciemment oui je pense, parce que j'avais toujours cette ligne directrice du respect et de placer les hommes au cœur de mon mode de management et de leadership. Maintenant je n'étais pas capable de le verbaliser, de le conscientiser comme je le fais aujourd'hui. J'ai aussi la chance de participer, d'être accompagné par des coachs, de participer à pas mal de formations sur le leadership, sur la connaissance de soi, qui m'a aussi permis de prendre conscience de tout ça. Je te posais la question si tu avais déjà une définition assez claire de ton leadership. Tu me dis non, pas aussi clair. Du coup, j'imagine que ton en revanche allait vers
une solution midway que tu as trouvée à ce moment-là pour pouvoir peut-être incarner déjà quelque chose. Oui. En revanche, oui, alors en fait, je l'ai dit sans le dire, mais je savais que mon approche serait focalisée sur l'humain, sur le respect des gens et sur ma capacité à essayer d'évaluer le potentiel de chaque individu pour le faire grandir. Et c'est ce qui m'anime aussi aujourd'hui, mais que je suis un peu plus capable de verbaliser qu'à l'époque, c'est permettre à chacun qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Mais comment ça se traduit, ça, sur le terrain, concrètement? Tu vois, tu as 31 ans, tu as une équipe, globalement, les gens sont plus âgés que toi. Comment tu incarnes ce que tu viens de dire, donner du respect à l'autre, etc. Ça veut dire quoi? Passer du temps avec lui, un temps d'écoute? Enfin, tu vois, ça se traduit comment, concrètement? Ça veut dire, alors, très concrètement, et je vais essayer de te donner un ou deux exemples, ça veut dire les écouter, déjà. Ça veut dire passer beaucoup de temps avec eux. Pour comprendre leur métier, pour comprendre leurs difficultés, pour essayer d'évaluer aussi là où potentiellement je peux leur apporter quelque chose dans leur métier. Là, tu parles des délégués. Des délégués médicaux, oui, tout à fait. T'es allé faire des tournées Alors déjà, le métier de directeur régional, en tout cas dans l'industrie pharmaceutique, c'est 90% du temps du coaching et de l'accompagnement de collaborateurs. Donc, de toute façon, mon métier, c'était ça, hein, c'était d'être sur le terrain. Mais après, il y a manière de le faire. Donc moi, mon ambition, c'était vraiment de passer du temps avec eux. Et donc quand j'étais sur le terrain, on passait du temps en visite duo, ce qu'on appelle, donc ils allaient voir des médecins parce que c'est quand même leur métier, et moi je les accompagnais dans ces visites, mais après je passais beaucoup de temps aussi, je faisais en sorte que nous ayons dans la journée un temps pour nous, pour que je puisse comprendre qui ils étaient, quelles étaient leurs difficultés, comment ils travaillaient, indépendamment de leurs compétences professionnelles. Et ça m'a permis aussi de créer, et je pense que c'est aussi ce que je voulais te dire, pour développer les gens, il faut d'abord créer un climat de confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, elle s'achète, elle se construit. Et donc, je vais employer un anglicisme, mais c'est cette notion de safe space. Et pour créer ce safe space, c'est écouter les gens, les comprendre, leur expliquer que tu es là pour les accompagner, pour essayer de les faire grandir et pour avec ta vision un peu extérieure de leur métier, essayer d'évaluer là où potentiellement tu vois qu'ils peuvent être meilleurs ou pas. Donc moi, c'était un peu ma manière de faire de façon très, très concrète, très pragmatique. Et ensuite, c'est aussi basique, hein, ce que je vais dire pour des managers qui nous écoutent sûrement, ou des coachs. Quand vous faites du feedback à quelqu'un, et le métier de directeur régional, c'est exactement ça, hein, c'est coacher, faire du feedback, c'est savoir d'abord insister, et majoritairement insister sur les forces de chacun des collaborateurs, avant de tout de suite mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas. Enfin, c'est encore une fois sûrement basique, mais si on passe ton temps à te dire Jess, t'es mauvais, ton coup droit est mauvais, ou tu sais pas viser quand tu tires, ça va pas te donner confiance en toi. C'est peut-être mieux quand on dit t'es super fort là, maintenant va falloir peut-être que tu t'améliores là, et je vais voir comment est-ce que je peux t'aider moi avec mon recul ou ma vision un petit peu différente. Tu dis c'est peut-être évident pour un coach, etc. C'est très, très certainement. Néanmoins, à 31 ans, en étant sur le terrain, etc., c'était, déjà avoir cette logique-là, cette clairvoyance-là, de se dire ok, je prends un parti pris, c'est vraiment de passer du temps en valorisant leurs forces pour faire passer d'autres messages et les faire progresser. Je trouve ça plutôt clairvoyant à 31 ans. Peut-être. Toi, ça me paraissait naturel. Moi, ça me paraissait naturel, et je suis quelqu'un de passionné en fait, et je le disais en introduction, donc je me passionne pour beaucoup, voire tous les sujets dans lesquels je m'investis. Donc quand j'ai décidé de prendre ce rôle de manager, ou en tout cas quand on m'a offert l'opportunité je me suis dit ok, tu vas le faire à fond et tu vas te passionner par ce que tu fais. Et bon, me passionner par les femmes et les hommes, c'est pas très compliqué, parce qu'encore une fois, l'humain est ce qui est ma focale. Mais du coup, je me suis dit Iñaki, tu vas le faire bien, et tu vas le faire avec qui tu es, et tu vas le faire en donnant envie à ces gens. Donc ça m'a pas paru, c'est peut-être de la clairvoyance, mais pour moi c'était ce que je devais faire pour faire bien mon métier. En début d'épisode, tu as évoqué succinctement, mais tu l'as évoqué, tu me diras si tu veux pas plus en parler, mais que toi-même tu n'étais pas forcément clair entre toi et toi. Est-ce que quand tu prends ce rôle de manager, tu étais clair avec toi, ou tu arrivais à être justement avoir de l'impact et accompagner les autres tout en étant peut-être cabossé? Je ne sais pas si c'est le bon terme à l'intérieur. C'est sûrement le bon terme, et la question est plus qu'intéressante, Jess, parce que figure-toi que j'ai assumé mon homosexualité, ou en coming out comme on dit dans le jargon, je l'ai fait pendant que j'étais directeur régional.
À 31 ans. Oui, presque 32 même. Oui, tu vois. Bah, ouais. On se connaît un peu, et là, tu vois, j'apprends encore les choses. Oui, c'était pas, je suis pas né avec une évidence dans le cerveau là-dessus. Non, mais c'est long. Enfin, ah oui, c'est long, oui, on est d'accord, c'est long. C'est long et ça fait, et ça remue pas mal de regrets aussi. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça si tard et t'as gâché ta vie? Bon, bref, maintenant j'ai du recul sur tout ça et un peu plus de maturité, donc je sais qu'on regarde devant et pas derrière, et que si ça s'est fait comme ça, c'est parce que ça devait se faire comme ça. Mais voilà, la vie a fait que, alors c'est pas lié à mon job de DR, hein, c'est que j'ai eu voilà, un petit traumatisme personnel cette année-là, où j'ai perdu ma mère et ma grand-mère à une semaine d'intervalle. Pas ma mère, pardon. Ma tante et ma grand-mère à une semaine d'intervalle, toutes les deux d'une crise cardiaque. Donc truc pas du tout anticipé. Bon, ma grand-mère était pas jeune, ma tante si. Et en fait, de voir ces deux personnes dans leur cercueil et de me dire, mon Dieu, Iñaki, la vie est tellement courte. Il faut que tu arrêtes de te chercher, d'essayer de te trouver des excuses. Voilà, t'es différent, t'es attiré par les mecs, c'est comme ça. C'est pas une tare. Et t'as le droit d'être heureux. Et du coup, voilà, j'ai assumé, en tout cas, enfin, assumer pour moi, ça veut dire communiquer. Au fond de moi, ça faisait quand même quelques années que je commençais à me rendre compte que j'étais gay, mais j'avais du mal à l'assumer avec moi-même et encore plus à le verbaliser avec mon entourage. Et quand tu dis, je suis en rentrant des obsèques de ma tante, j'étais voir ma meilleure amie, j'ai dit voilà, je suis gay. Oh, wow. Et du coup, ça m'a aidé, et ça s'est fait 6 mois après que j'ai pris mon job de DR, peu ou prou. Donc ça m'a aussi aidé, je pense, à être beaucoup mieux dans ma tête, et du coup meilleur quand t'es bien avec toi-même, t'es forcément beaucoup plus épanoui et meilleur dans ce que tu fais, que ce soit personnellement ou professionnellement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu dis je suis différent, faut que je l'assume. C'est ce que tu dis. Est-ce que différent, c'est le bon terme? Peut-être pas, mais tu sais, dans nos sociétés judéo-chrétiennes, on est quand même façonné dans une espèce de moule. Alors peut-être moi, j'étais façonné dans un moule et j'étais pas ce moule-là en fait. Bon, on n'est peut-être pas là pour parler de ça, mais ma famille a eu un peu de mal à accepter parce que mon homosexualité. Donc ce qui m'a conforté dans ma croyance que c'est un peu différent ce que je suis. En tout cas, dans l'environnement dans lequel je suis né. Oui, non, mais d'accord, je comprends. Tout est relatif, évidemment. Oui, non, mais je comprends mieux. Mais du coup, tout va très vite, c'est-à-dire ta tante et ta grand-mère partent, tu le dis à ta meilleure amie, et tout ça en combien de temps? En 3 jours. En 3 jours Non, mais alors, ma tante est morte, ma grand-mère est morte fin septembre. Je rentre à Paris, littéralement, c'était le jour de mon anniversaire. Maman me rappelle, je pensais qu'elle m'appelait pour me souhaiter mon anniversaire. Elle me dit, Iñaki, on a un problème. Et donc là, elle me dit, ta tante est décédée. Je lui dis, comment c'est possible? Donc je redescends au Pays Basque, re-obsèque. Mais vraiment, c'était, quand je te dis une semaine, je pense que c'était 5 jours. Hein. Et donc là je remonte à Paris et bon, c'est 4 heures de train à Paris, ou à l'époque peut-être que je le faisais en avion, mais bon bref, c'est un trajet qui va tout à fait court, et du coup dans le trajet je me suis dit qu'il c'est plus possible en fait. Ça fait 1 an et demi ou 2 que tu tournes en rond ce truc. T'es gay, faut que tu l'assumes, c'est pas une tare, et la vie est trop courte pour que tu te la gâches. Et donc voilà, et donc le soir même j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai dit il faut que je te parle. Et quand est-ce que tu l'annonces à tes parents? Ça, je pensais pas que j'allais parler de tout ça aujourd'hui. Je pensais que j'allais parler de ma vie, mon œuvre, mais plutôt sur un plan professionnel. Déjà, je te remercie de t'accepter d'en parler. Et je trouve qu'effectivement, ça fait un lien. Comme tu le dis, pour accompagner les gens, il faut le faire en étant tant que faire se peut, évidemment, aligné avec soi. Je pense aussi, c'est peut-être pour ça que pour être psy, il faut d'abord aussi avoir suivi une psychanalyse. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, et je te remercie vraiment de partager ça. Et en même temps, c'est quelque chose que je fais assez facilement. Ça n'a pas été le cas quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, j'ai assez peu de tabous sur tout ça. Et là où je te rejoins, je plaisantais, mais je pense que si on veut être un leader authentique et bienveillant, en fait, il faut être juste soi-même. Donc si déjà tu caches une partie de toi, que ce soit dans ton environnement pro ou perso, en fait t'es jamais forcément totalement bon dans ce que tu fais, et ça se ressent. Donc pour revenir à ton sujet sur ma famille, ce n'est pas eux à qui j'ai annoncé le plus rapidement. J'ai mis quelques années à l'annoncer à ma famille. Alors pas
Pas ma petite sœur, qui justement est psychologue. Donc pour le coup, et puis c'était beaucoup plus évident pour elle. Donc mon entourage familial et ma sœur, ça a été assez rapide. Pour ma famille, il m'a fallu quelques années quand même pour avoir le courage de le faire. Là, ta mère et ton père. Oui, ma mère et mon frère. Je suis un frère. Ouais. Okay. Je l'ai quand même dit bien avant à mon frère, mais j'ai attendu un peu quand même. Okay. Et mes parents, c'est les derniers à qui je l'ai annoncé. Et l'accueil n'a pas été... Alors, ce sont des gens intelligents et qui aiment leur fils. Donc, évidemment, ça s'est globalement bien passé. Okay. Mais ça a été une très grosse surprise pour tous les deux. Alors, maman l'a exprimé en disant que ça allait être difficile pour elle d'assumer ça. Mais elle a fini par le faire. Le temps a fait que. Papa, il s'est moins exprimé parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, je sais pas exactement ce qu'il en pense. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, oui. Ouais. Mais bon, sa réaction a été le silence, ce qui est pas forcément difficile, pas forcément facile, à recevoir en face. Ouais. Donc, on est toujours dans le silence sur ce sujet parce que maintenant, ça fait quand même 15 ans, même 16. Mais bon, voilà, je sais par ses actes que c'est quelque chose avec quoi il vit et voilà, il se trouve que je suis séparé depuis peu, mais ils ont connu mon compagnon et ça s'est toujours bien passé. D'accord. Mais ça a été un process un peu long pour eux et socialement plus qu'au sein de la famille d'ailleurs. D'accord. Il a fallu du temps avant que je puisse assumer que j'étais gay au Pays Basque, même une fois que je leur avais dit à eux. Ouais, c'est le fameux cadre que tu évoques, famille très catholique. J'entends bourgeoisie de province. En plus, tient une officine, donc il y a un jeu de rôle avec les gens, en fait, avec la population. Et pourquoi tu précises surtout au Pays Basque ? Parce que, et le Pays Basque, c'est mes racines, et je crois que c'est l'endroit que j'aime le plus au monde. Mais en même temps, c'est quand même une société qui est quand même assez ancrée dans des racines, dans une société, je ne trouve pas les mots, mais on n'est pas dans une... Et je voudrais pas choquer ou être méprisant par rapport à beaucoup de mon entourage qui est basque ou des gens qui pourraient nous écouter, mais c'est pas très open comme culture encore aujourd'hui. Ça va mieux, mais assumer qu'on est gay. Alors c'est peut-être moi aussi, c'est moi et mes croyances et je me suis enfermé dans quelque chose, mais en tout cas pour moi c'était difficile et la réaction de ma famille m'a quand même confirmé que c'était pas simple. Parce que encore une fois ils ont eu beaucoup de mal. Ça s'est très bien passé avec moi, mais ils ont eu de mal à l'assumer socialement. Okay. Pendant plusieurs années, je faisais semblant d'être hétérosexuel quand je descendais au Pays Basque. Et c'était ok pour moi parce que je vivais pas là. Ça aurait été peut-être plus difficile si je vivais sur place. Ouais, je comprends. Par contre, libérateur, côté professionnel. Totalement libérateur. Et pas que côté professionnel évidemment, mais totalement libérateur. Alors bon, le fait d'avoir grandi dans ma carrière entre le jour où je suis rentré chez GSK puis chez Novartis et le jour où j'ai pris mon job de directeur régional, j'avais quand même pris confiance en moi, donc j'étais plus épanoui, mais quand même j'étais toujours... pas toujours dans la perfection, la volonté d'être tout hyper préparé sur tout, sans forcément tout le temps me faire confiance et faire confiance à mon intuition. Et j'ai appris avec les années que, en tout cas me concernant, l'intuition et mes émotions sont quand même quelque chose, sont un compas ou en tout cas un guide pour moi hyper important. Okay. Et le fait d'assumer qui j'étais, ça a été pour moi une libération absolue. Et en fait, j'ai beaucoup moins accordé d'importance ou en tout cas beaucoup moins de stress et de pression sur des réalisations professionnelles. Et finalement, je me suis rendu compte avec le recul que quand tu es beaucoup plus détaché des choses et quand tu es beaucoup plus toi-même, ça se passe beaucoup mieux. Tu es bien plus brillant, bien plus impactant. Et finalement, ma carrière a été beaucoup plus rapide à partir de ce moment-là. Et je pense qu'il y a un gros lien de cause à effet. Parce que j'étais beaucoup plus détaché et beaucoup moins impliqué personnellement, beaucoup moins stressé. Et encore une fois, quand tu quel que soit d'ailleurs le métier que tu fais et quelles que soient les circonstances, quand tu appréhendes une situation avec du recul et avec de la sérénité, tu es forcément meilleur que quand tu l'appréhendes avec du stress, en te disant mon Dieu, est-ce que je vais être capable de gérer ce truc ? Est-ce que c'est pas ça finalement quand je t'écoute et on va continuer à parler de ton rôle de leader en continuant à parler de ton évolution professionnelle, mais est-ce que finalement
tout ça, ta situation un peu cabossée, puis après cet électrochoc, finalement c'est un chemin, ton chemin, qui toi, en tout cas tu le vis comme libérateur, et que tu as envie, quand tu manages, quand tu leads, d'offrir à quelqu'un, tu vois, de se dire ok, t'inquiète pas, ça va bien se passer en fait, tu peux sauter dans la piscine, je l'ai fait. Ça m'a pris sur certains sujets, notamment 31 ans. Mais j'aurais peut-être pu le faire plus tôt, peu importe, on s'en fout. Mais j'ai eu un jour un déclic, j'ai avancé et aujourd'hui, voilà, j'ai eu encore des choses à régler. Il y a des choses qui ont dû être maturées, comme tes parents qui ont pris le temps, etc. Mais aujourd'hui, je vais mieux. Est-ce que c'est pas finalement ce chemin que tu essaies aussi cette expérience tu vois, que tu essaies de transmettre à tes équipes Tout à fait. Ce que tu dis résonne totalement en moi et c'est vrai que je le verbalise pas comme ça, mais je trouve que c'est tout à fait vrai et que ce que je verbalise moi comme ma volonté d'accompagner chacun pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et qu'il puisse être la meilleure version de lui, alors dans un environnement professionnel surtout parce que c'est quand même là où j'agis. C'est quelque part ça, oui, c'est ça. C'est un peu le miroir de ce que j'ai vécu moi, ouais. Et ce que j'ai ressenti en assumant vraiment qui j'étais et en ayant mon plein potentiel, si on peut le dire comme ça. Donc je suis d'accord avec toi, oui, tout à fait. Ensuite, après ce rôle de manager, de délégué avec les délégués médicaux, tu fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Ensuite, je reviens au siège sur un poste de directeur marketing. D'accord. Avec mon deuxième mentor qui m'a beaucoup accompagné. Alors lui plus longtemps que Renaud parce qu'il m'a accompagné dans ma carrière avec une réelle proximité puisqu'il travaillait chez Novartis et moi aussi. Je parle de lui au passé parce que malheureusement il a quitté ce monde aujourd'hui. Et donc j'ai pris un poste de directeur marketing où à l'époque on peut peut-être le citer. Oui, c'est Luc Beaulieu, bien sûr qu'on peut le citer. Et donc j'étais directeur marketing de toutes les chez Novartis de toutes les aires thérapeutiques qu'on appelait médecine générale, donc les médicaments qui étaient prescrits par les médecins généralistes. Donc chez Novartis, ça voulait dire l'hypertension encore, le diabète et la BPCO. Donc BPCO, c'est bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est la maladie des fumeurs pour la faire courte, la maladie des poumons. Et là, comment tu prends le rôle ? Tu as des équipes, t'es à quel niveau Alors là, je manage des managers. Okay. Donc je suis un cran au-dessus dans ce que j'ai vécu jusqu'alors. Donc là, et je manage des managers qui ont même une certaine maturité. La grosse difficulté, entre guillemets, de manager des équipes terrain, et je vais revenir sur ton job, mais pour qu'on comprenne la différence, c'est que tu manages des gens qui sont extrêmement solitaires, puisque le métier de délégué médical, c'est être dans sa voiture et aller parler à des médecins. Alors, tu as des contacts téléphoniques avec ton manager ou avec tes collègues, mais tu as peu de contacts physiques avec ton manager et avec tes collègues. Donc, c'est un métier de solitaire. Ouais. Quand tu es dans une dimension siège, tu manages des gens qui ont un profil totalement différent. Déjà, tu es au quotidien avec eux, hein, tu les vois, on a des réunions physiques. En tout cas, à l'époque, c'est vrai que maintenant, avec le télétravail, on a aussi beaucoup de distanciel, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, et tu as des profils de personnes qui sont non plus pas les mêmes. En tout cas, par rapport à moi, c'était des gens qui avaient un peu ou prou le même cursus que moi, plus ou moins jeunes parce que j'avais des chefs de produits, des responsables marketing comme on appelait, donc qui étaient des managers. Donc c'était un métier où j'étais plus dans l'accompagnement de mes managers, mais pas dans du... Alors évidemment c'est toujours du coaching, mais tu coaches des gens qui sont plus matures et qui ont besoin de soutien, mais moins besoin de présence entre guillemets que ne pouvaient avoir les délégués médicaux, et dans un rôle plus stratégique aussi. Donc là où un rôle de directeur régional, 90% de ton temps, c'est du coaching, de l'accompagnement. Dans un rôle de directeur marketing, quand tu le fais bien, tu es à 40%, on va dire, d'accompagnement et
de RH était à 60% de réflexion stratégique, tu vois, de reporting, de coordination, parce que c'était une espèce d'énorme machine où il y avait des délégués médicaux, des directeurs des ventes, il fallait coordonner tout le monde, s'aligner sur des axes stratégiques, challenger les équipes, faire du reporting à Bâle, parce que quand on est dans un gros groupe international, tu travailles pas tout seul dans ton coin, voilà, donc il y a une grosse partie de ton métier qui est plus de l'accompagnement et du coaching. Et plus tu montes, et plus c'est aussi ça. Hein. Donc moi, je m'attache à garder du temps qualitatif avec mes collaborateurs, mais les métiers de direction te laissent pas forcément beaucoup le temps d'accompagner, malheureusement. Justement, on va y venir, parce que là, tu prends ce rôle de directeur marketing. Ensuite, tu deviens quoi ? Directeur de franchise, alors c'est directeur du business unit. En gros, c'est tu diriges les équipes marketing et vente, et tu fais partie du comité de direction. Là, c'était quel business unit ? Neurologie. Donc je suis revenu ensuite en neurologie. Ouais. Et ensuite, tu deviens ? Et ensuite, je suis passé à Bâle. Tu vas en Suisse. C'est l'antre de Novartis. Donc à Bâle, j'y suis d'abord allé pour coordonner l'ensemble des équipes neurosciences pour la région Europe. Donc j'étais ce qu'on appelle directeur de franchise région Europe. Donc en gros, j'étais pas responsable du PNL, mais je coordonnais le PNL. Je m'assurais que chaque pays avait les bonnes ressources, et j'étais là pour challenger aussi l'allocation des ressources dans les pays, l'application de la stratégie et la performance des pays pour la région Europe. Là, du coup, tu as combien de personnes sous ta responsabilité ? Alors, ma responsabilité, les jobs dans un setting régional, en tout cas chez Novartis à l'époque, tu as quelques collaborateurs en direct que tu manages vraiment, et je crois que j'en avais 4. Et après, tu as un rôle de coordination important de l'ensemble des pays européens. Donc là, ils sont beaucoup plus nombreux, mais tu n'as pas de lien hiérarchique. Ce qui n'est pas forcément toujours simple, parce qu'il faut que tu arrives à créer ta légitimité et que les collaborateurs, ou en tout cas les directeurs de franchise dans les pays, ils aient envie de t'écouter, de t'accompagner. Et donc ça n'a pas été un rôle tout à fait simple, surtout au début. Et après, tu deviens quoi ? De là, restructuration, parce que dans ces gros groupes, ça arrive souvent. Donc mon job finit par disparaître, alors que j'y étais encore. On me propose une opportunité globale, donc là sur la sclérose en plaques, donc toujours en neurosciences, mais un domaine un peu plus au niveau mondial. Au niveau ciblé, au niveau mondial, et marketing exclusivement, que je prends dans une dimension de mission pour l'instant, en se disant on va voir déjà si je suis la bonne personne pour le groupe Novartis, et si moi ça me plaît aussi. Et finalement, le job m'a plu. Novartis avait l'air satisfait, en tout cas mon manager avait l'air satisfait de ce que je délivrais. Mais à titre personnel, j'avais décidé de commuter, ce qu'on appelle commuter. Donc en fait, je continuais à être résident français, tout en étant à Bâle du lundi au vendredi. Donc c'était un setting qu'on avait défini avec Novartis. Et en fait, à titre perso, c'était en tout cas pour moi pas ce que je voulais faire. Et ça devenait ingérable, parce qu'au-delà d'être à Bâle, j'étais aussi très souvent en déplacement. Du coup, je rentrais le vendredi soir. J'étais les 3/4 du temps assez fatigué, donc je passais la moitié de mon week-end à dormir. Et l'autre moitié, mais il restait peu, j'avais une pseudo-vie sociale. Donc en fait, j'avais mis entre parenthèses ma vie perso. Et ça, c'était pas un trade-off sur lequel je voulais continuer. Et ça a toujours été aussi une ligne de conduite pour moi, ne jamais faire de trade-off trop important entre mon épanouissement personnel et ma vie professionnelle. Donc là, j'ai rappelé Luc, qui venait de prendre la direction de la filiale France pour Novartis. Et je lui dis, écoute Luc, j'ai l'opportunité de rester à Bâle, mais je crois que à titre perso, j'ai pas envie en fait. Je me vois pas m'installer à Bâle. Novartis est prêt à ce que je continue ce commuting, mais moi à titre perso, je y perds ma santé et mon épanouissement, j'ai pas envie. Et si je veux bien faire mon métier, il faut que je sois à Bâle souvent, parce que j'ai besoin d'être près de mes collaborateurs, et voilà. Donc bref, c'est une équation qui sera pas épanouissante pour moi. Donc il me dit, écoute Nicky, pas de problème. Il venait depuis peu de reprendre la direction de la filiale France. Il a été en Belgique avant. Et il avait l'opportunité de me proposer 2 jobs dans son comité de direction. Et il m'a dit, écoute, je te laisse choisir. Ce qui était vraiment très, très sympa de sa part. Et donc j'ai choisi de travailler en immunologie, qui était à l'époque un des assets importants du groupe Novartis.
Entre autres, parce qu'il y avait plusieurs assets, mais il y en avait un qui était vraiment le plus gros asset, puisque c'était celui qui, alors pas évidemment la performance de la France, mais qui à l'échelle internationale, qui faisait varier le cours de l'action en fonction de sa performance. Donc une petite pression sur mes épaules, et en même temps je pense que j'avais besoin aussi d'être challengé. Parce que là, le périmètre, quel est-il en termes de en fait, je suis directeur de People, on avait un peu plus de 200, j'avais un peu plus de 200 personnes à manager, et en termes de chiffre d'affaires, on devait être autour de 200 millions, je pense. D'accord. 200 ou 300 millions. Je sais qu'à l'époque, le groupe Novartis faisait pas très loin du milliard de chiffre d'affaires. Donc, ouais, je devais en faire peut-être pas 300, entre 2 et 300. Ce poste-là, tu restes combien de temps dessus ? Ce poste-là, je reste un peu de temps. Donc, je le prends en février 2018 et Luc s'en va en juin 2018. D'accord. Je savais qu'il était malade en prenant le poste. Je pense que lui savait que malheureusement il était condamné. Moi, j'avais beaucoup d'espoir. Donc, pardon, je vais répondre à ta question, mais j'ai besoin de le partager là parce que ça a été une période extrêmement difficile. C'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi et avec d'autres collègues, on l'a accompagné vraiment jusqu'à la fin. D'accord. Et ça a été, c'est assez traumatisant de voir le départ déjà de ton manager, mais en plus de ton manager qui est quelqu'un qui est presque un ami, qui était un mentor et qui a fait beaucoup sur qui je suis aujourd'hui, indépendamment de Renault. Il a largement pris la suite et voilà, il a aussi construit, on parlait de leadership, il a aussi construit le leader que je suis aujourd'hui, cette notion de giver versus taker, d'être un leader qui donne et pas qui prend. C'était un gros credo de Luc. Donc pour revenir à ta question, pardon pour la digression, j'ai dû rester, c'était de 2018 jusqu'à septembre 2021. Okay. Donc ça fait un peu plus de 3 ans. Avant de prendre le rôle. Exactement, le dernier rôle que j'ai pris, voilà, où j'étais directeur général d'une filiale du groupe Novartis. On va en parler effectivement de ce rôle important, de ce rôle en tant que directeur général de cette filiale de Novartis, qui t'emmène plus ou moins sur ton nouveau job actuel. Même si c'était pas forcément même si c'était pas ce que j'aurais anticipé, mais voilà. Si on a le temps, on va sûrement y revenir. Je sais pas où on est dans le temps, mais je regarde. Mais là, effectivement, toutes ces étapes que tu traverses, marketing, business unit, passage à Bâle, jusqu'à justement être dans l'antichambre de devenir directeur général d'une des filiales importantes de Novartis. Tu disais là, il y a 5 minutes, plus tu montes dans la hiérarchie, plus ça devient en substance difficile d'être proche de ces équipes, en tout cas d'avoir ce temps que tu donnais aux délégués médicaux. J'entends, tu dis si je me trompe, mais tu t'isoles de par la fonction, ce que j'entends, même si tu as réussi à trouver un mentor, certainement des pairs sur lesquels je sens que tu as cette capacité-là, en tout cas, à bien t'entourer. Néanmoins, la fonction fait que, non ? Oui. Ah, complètement. Alors la fonction fait que tu t'isoles significativement du reste du monde, je sais pas, mais en tout cas du reste de tes collaborateurs, c'est sûr. Et en même temps, je suis pas un garçon solitaire. Donc quoi qu'il arrive, j'ai besoin de trouver des gens avec qui je peux échanger. Donc soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise. Donc soit des pairs et parfois aussi certains collaborateurs en fonction des sujets. Donc c'est un métier solitaire et en même temps, j'ai fait en sorte quand même de jamais l'exercer totalement en solitaire. Et pour revenir sur ton sujet du temps humain entre guillemets ou d'accompagnement, évidemment plus tu montes et moins tu as ce temps-là. Maintenant, si tu en fais une priorité, c'est mon cas, comme tout dans la vie, tout est question de priorité, donc tu arrives quand même à trouver le temps. Et moi, je me suis toujours forcé déjà à faire des one-one réguliers avec mes collaborateurs, mais ça c'est une évidence et j'imagine que chacun fait ça. Mais surtout dans ces one-one, de prendre du temps d'abord pour échanger sur comment ils vivaient, comment chacun de mes collaborateurs se sentent, quel était leur ressenti perso, pro à ce moment de l'histoire entre guillemets, et j'ai aussi l'un est un peu lié à l'autre, je me force toujours parce que c'est important pour moi, donc le mot forcer peut-être pas adapté, mais à être
très souvent en lien avec les collaborateurs sur le terrain et avec les médecins, les parties prenantes avec qui on travaille. Il est très facile dans une grosse entreprise, alors moi je parle de l'industrie pharmaceutique parce que c'est ce que je connais, mais j'imagine que c'est pareil dans les autres environnements, il est très facile de se couper d'une certaine réalité. D'accord. Et quelle que soit l'entreprise, on travaille d'abord pour des clients, on travaille en l'occurrence, on travaille pour des patients, on travaille pour des médecins, et parfois les considérations financières, business, profitabilité, reporting d'une entreprise, quand on est directeur général, peuvent te faire oublier que tu travailles d'abord pour des patients, pour mettre à disposition des médicaments, et que le lien entre ces patients, ces médecins et l'entreprise, c'est aussi les collaborateurs et les médicaments. Donc ce temps-là, je me suis forcé à le prendre régulièrement et très souvent et de façon hebdomadaire même. Quand tu parles de ça, tu fais, j'imagine, allusion à différents de tes rôles, à certains rôles, mais certainement le dernier chez Novartis en tant que directeur général. Tous, oui. Dans tous mes rôles, je me suis astreint, entre guillemets, à être proche du terrain, même si j'aime pas le mot. Mais parce que là, la dernière filiale dont tu étais directeur général, en chiffres et en people, juste deux KPI qu'on comprenne un peu la taille. En people, on était autour de 220 personnes, et en chiffre d'affaires, c'est autour de 40 millions quand je suis arrivé, et on l'a multiplié par 6 en 3 ans. Wow. Oui, alors, waouh, ça fait beaucoup, mais ce n'est pas grâce à Iñaki de Rezola. J'ai évidemment participé à ça, mais c'est parce que on est passé d'une entreprise qui faisait essentiellement du diagnostic, donc avec un business model qui est assez différent d'une entreprise qui fait de la thérapeutique. Donc on est sur des business models et des niveaux de rentabilité qui sont pas les mêmes, des niveaux d'innovation qui sont pas les mêmes. Donc forcément des chiffres d'affaires qui, quand on rentre dans la partie thérapeutique, sont pas les mêmes non plus parce que les coûts de recherche et développement sont pas les mêmes non plus. Donc quand on parle de chiffre d'affaires, il y en a beaucoup, mais il faut mettre en regard aussi ce que ça coûte de développer un médicament diagnostique versus un médicament thérapeutique en termes d'investissement. En fait, tu m'as donné une perche effectivement quand tu évoques l'aspect humain et l'aspect rentabilité. C'est pour ça que je voulais qu'on en vienne à parler de cette dernière expérience que tu as chez Novartis en tant que DG, parce que là effectivement il y a une forte notion effectivement de dépenses pour obtenir des résultats et en même temps aller chercher faire croître le chiffre d'affaires, aller chercher une rentabilité. Est-ce que c'est pas schizophrénique justement d'atteindre ces chiffres qui sont froids avec ta vision des choses, de prendre du temps pour l'humain peut-être dans un moment où de l'entreprise, parce que c'est très court, tu dis 3-4 ans pour passer de combien, de 40 millions à... De 40, alors d'ailleurs en t'écoutant je me suis un peu emballé, on est passé de 40 millions à 150, donc ça fait pas 6 David calcule, c'est un peu embrouillé, en tout cas, est plutôt autour de 3-4 oui. En tout cas c'est de 40 à 150 en 3 ans. Est-ce que c'est pas schizophrène? Est-ce que c'est pas une injonction humaine, tu vois, en 3 ans d'obtenir ces résultats, ou est-ce que tu arrivais quand même avec des actions du quotidien, une exigence dont tu parlais pour justement préserver l'humain dans tout ça? Alors, ça pourrait être vécu comme une injonction paradoxale. C'est pas du tout la manière dont je l'ai vécu, pour différentes raisons. La première, c'est que ça s'est aussi accompagné par la création d'une structure importante. Donc, on a embauché des gens, déjà, d'un point de vue purement social. On a créé toute une structure qui nous a permis justement d'arriver dans le cancer de la prostate, en l'occurrence, et d'accompagner le développement d'une molécule dans le cancer de la prostate et le développement d'un écosystème aussi avec les parties prenantes et notamment les oncologues et les médecins nucléaires français. Donc déjà, ça a permis de développer, de faire grandir des collaborateurs. Ça, c'est un sujet important. Et deux, je sais que ça peut être choqué parce que le grand public a parfois beaucoup de mal à ce qu'on associe profitabilité, patient, maladie, mais en même temps, il y a une réalité, c'est que développer des médicaments, ça coûte cher, ça coûte extrêmement cher. On parle de milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour trouver une molécule, et on part d'une centaine pour en arriver à une, donc il y a aussi beaucoup de déchets, d'où le coût important. Donc évidemment, à côté de ça, on est obligé de dégager des chiffres d'affaires qui peuvent être perçus par certains comme importants par rapport à d'autres milieux, mais ce qu'il faut regarder encore une fois, c'est le coût de l'investissement que ça représente. Et développer un parfum, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font des parfums, c'est beaucoup moins coûteux que développer un médicament. Donc forcément, l'innovation, elle a un coût, et moi je le fais
dans une dimension de développement de mes collaborateurs, encore une fois, et parce que je crois vraiment qu'on apporte quelque chose à la science et qu'on apporte de vrais bénéfices et une vraie valeur ajoutée aux patients. Et si je me lève le matin, c'est pour deux raisons. Parce que je sais que ce que je vais faire, ça va apporter un bénéfice à des patients et que malheureusement on est tous un jour un patient ou qu'on a tous des patients dans notre entourage et je le fais en accompagnant mes collaborateurs et en faisant que en permettant à chacun d'être épanoui dans son rôle, parce qu'aussi ma croyance, et ce que je disais en introduction, c'est que je pars du principe que si on est épanoui dans son métier, dans son rôle et dans sa vie, on est forcément plus performant et donc ça contribue au bon résultat de l'entreprise. Dans ta carrière au sens large, t'as jamais eu, ou peut-être là dans ce rôle ton dernier rôle chez Novartis, t'as jamais eu l'injonction de devoir, je sais pas, te séparer de collaborateurs pour améliorer la rentabilité, et en même temps c'était des collaborateurs dont tu ne te serais pas séparé sur le papier. Tu vois, ce côté aliénant parfois. Bien sûr. Que certains projets peuvent avoir. Parce que dit comme ça, moi j'entends ce que tu dis. En plus, j'entends ton parcours. Tout ça me paraît très cohérent. Tu es quelqu'un qui effectivement veut absolument incarner ce qu'il est au plus profond de son être et le transmettre et le donner à qui veut bien accepter de le recevoir. Je l'entends, je le sens, je peux en témoigner en tout cas parce que c'est ce que tu m'envoies comme message, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Néanmoins, tu vois, certains pourraient dire un peu médisant, c'est un peu le monde des bisounours, je suis d'accord. Super. Voilà, on fait pas d'omelette sans casser des œufs et dans tout ça quoi. Ouais, non, et c'est un très bon point et c'est pas le bon des bisounours quand on est dirigeant d'une entreprise. Donc évidemment, j'ai eu à accompagner, je fais un rapide calcul dans ma tête, mais au moins 3 plans sociaux au cours de ma carrière. Donc oui, j'ai dû me séparer de collaborateurs. Et ça n'a jamais été simple. Et c'est, je crois, encore aujourd'hui, et ça le restera sur tout le temps, je pense, la partie la plus difficile de mon métier. Que ce soit dans le cas d'un plan social ou dans le cas de séparation parce qu'on ne s'entend plus, parce que la personne n'est pas compétente, ça arrive aussi. C'est ce qui est le plus difficile. Et en même temps, ce que j'ai essayé de faire toujours dans le respect et dans la considération de l'homme. Mais parfois, pour la pérennité de l'entreprise, c'est malheureusement, il vaut mieux se séparer de quelques collaborateurs pour permettre à l'entreprise de continuer à exister, à délivrer des bénéfices et à rassurer aussi les marchés, parce qu'il faut se le dire, je sais que les gens n'aiment pas ça non plus, mais en fait, c'est les marchés qui financent la recherche, le développement, et donc il faut rassurer les marchés, il faut rassurer les investisseurs. Et pour ça, il faut aussi parfois, alors on aime ou on n'aime pas, si on n'aime pas ça, c'est clair qu'il ne faut pas travailler dans le monde de l'industrie, parce qu'on est dans un monde capitaliste, et c'est ni toi ni moi qui allons changer ça. Mais une fois qu'on vit bien avec cette idée-là, je pense, et en tout cas moi je l'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, qu'on peut se séparer de collaborateurs tout en les respectant, tout en faisant ça avec humanité, et aussi encore une fois pour la pérennité de l'entreprise et pour continuer à pouvoir investir et faire des bénéfices. Ça reste, j'espère, un cercle virtueux. Et on a quand même la chance d'être un pays qui s'appelle la France, où on a un environnement social qui, de facto, protège aussi les salariés, même si l'entreprise pouvait avoir des velléités parfois pas très positives. Donc oui, je me suis séparé de collaborateurs. Oui, ça a été pas simple, mais j'ai essayé de le faire toujours dans le respect, l'accompagnement et l'humanité. Je te dis pas que j'ai été successful dans 100% des cas, mais en tout cas, j'arrive encore à me regarder dans une glace. Bravo. Je sais pas s'il faut dire bravo, mais parfois on n'a pas forcément le choix. Mais en tout cas, voilà, quand j'ai pas eu le choix, je l'ai fait, mais je l'ai fait avec mes valeurs et oui, avec en tout cas, j'entends que tu t'es pas défaussé, c'est-à-dire que voilà, tu as assumé, tu as regardé les gens dans le blanc des yeux, tu leur as dit une vérité qui était la vérité du moment, et puis tu as tenu ton rôle, quoi. Ouais. Exactement. Ok, tu es parti au feu, comme on dit. Et tu évoquais justement sur ton dernier rôle chez Novartis, peut-être pour ceux qui vont nous regarder, nous écouter, que vient faire je pense que c'est un peu loin, tu parlais de santé nucléaire, et ça va faire le lien avec ton nouveau rôle aujourd'hui. Je pense que c'est méconnu quand même de beaucoup d'entre nous. Tu pourrais juste nous dire un mot là-dessus? Je pense aussi que c'est méconnu de beaucoup. Alors ça le sera de moins en moins. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais alors la médecine nucléaire existe depuis très longtemps.
Okay. En fait, contrairement aux idées reçues. Et même moi, j'ai découvert la médecine nucléaire quand je suis rentré chez ADACAP, donc Advanced Accelerator Application, c'est le nom de la filiale de Novartis. ADACAP, c'est plus court. C'est un groupe français, comme son nom l'indique, pas tout à fait, mais et donc ADACAP a été fondé en 2001. Donc tu vois, c'est pas tout à fait récent. Et déjà, la médecine nucléaire existait en France et en Europe bien avant. En fait, mais initialement, la médecine nucléaire, elle existait essentiellement à visée diagnostique. D'accord. Donc très basiquement, la médecine nucléaire, c'est quoi ? C'est la fabrication de radiomédicaments parce qu'ils ont de la radioactivité. Tu prends un isotope radioactif, donc une molécule qui est radioactive, et tu l'associes à un ligand. Donc c'est une molécule qui, elle, va reconnaître, donc tu les mets les deux, tu l'injectes, et le ligand, il va reconnaître certaines cellules du corps. Donc en fonction du ligand que tu choisis, tu vas aller dans différents endroits du corps. D'accord. Donc les visées diagnostiques, ça peut être pour des maladies inflammatoires, pour des maladies cardiaques, pour des maladies neurologiques ou pour des tumeurs cancéreuses. Ah, pour peut-être tuer la tumeur. Non, à visée diagnostique, c'est pour les identifier. Ah, les identifier, pardon. Donc à visée diagnostique, tu utilises un isotope à faible émission, entre guillemets, le fluor par exemple, donc qui émet des radiations entre guillemets faibles. J'essaye de simplifier un peu. Et donc ces radiations faibles, elles ne détruisent rien, mais en revanche, quand tu passes ça sous une caméra TEP, tu la vois. Ça éclaire en fait. Ça éclaire les zones qui sont entre guillemets malades. Incroyable. Et depuis une quinzaine d'années, on est en train de développer à grande échelle, parce que ça aussi c'est pas tout à fait nouveau, hein. Des hôpitaux savaient le faire dans leur laboratoire, mais depuis une quinzaine d'années, on a développé à l'échelle industrielle, donc à l'échelle industrielle dit mise en place d'essais cliniques, enregistrés par les autorités de santé, et donc la production de médicaments à grande échelle, on a développé des radiomédicaments à visée thérapeutique. Et donc là, visée thérapeutique, c'est pour l'instant exclusivement en oncologie. D'accord. Et là, c'est le même principe. Donc c'est un ligand et c'est un isotope radioactif. Mais l'isotope radioactif, il est un peu plus puissant. C'est en l'occurrence, par exemple, le lutécium. Donc c'est des émissions bêta. Donc ça émet un peu plus fort. Et du coup là, pareil, on va choisir, en fonction de ce que tu choisis comme ligand, il va reconnaître certaines cellules malignes dans ton corps. Et donc il va aller se fixer sur ces cellules et il va libérer cette énergie radioactive qui va détruire l'ADN de la cellule. C'est à peu près, c'est pas à peu près, c'est absolument magique. En tout cas, moi j'ai découvert ça il y a 4 ans et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et c'est vrai que c'est encore méconnu du grand public. Raison ? Parce que c'est encore une fois, c'était que à visée diagnostique, que je pense que la médecine nucléaire n'a jamais fait beaucoup de publicité non plus sur cette spécialité, que c'est une petite spécialité, hein. Ils sont moins de 2000 en France, les médecins nucléaires aujourd'hui. Mais que là, c'est en train de se développer puisqu'on passe à visée thérapeutique, donc en oncologie, ce qui est un domaine qui est beaucoup plus... Donc là, ça va impacter déjà beaucoup plus de gens. Alors aujourd'hui, on est sur certaines maladies ciblées, donc certains cancers du pancréas, de l'intestin, mais extrêmement ciblés. On se développe dans le cancer de la prostate, donc déjà ça touche beaucoup plus de gens, des hommes. Il y a des développements dans le cancer du sein, donc ça va forcément toucher aussi une population beaucoup plus large. Donc on va en entendre parler de plus en plus dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, ça fait le lien avec ton poste d'aujourd'hui, qui est aussi dans la santé nucléaire. Alors oui, ça fait le lien, et en même temps, la première question que tu m'as posée, c'est est-ce que tu aurais imaginé être là aujourd'hui ? Et la réponse, elle est là aussi, non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc j'ai fait 4 ans en médecine nucléaire, j'étais absolument passionné par la médecine nucléaire, passionné par mon job de DG, j'ai vécu une expérience d'une richesse hallucinante sur tous les plans, hyper intense. Et quand j'ai quitté le groupe Novartis au mois d'avril 2024, j'ai voulu partir parce que justement je me suis dit ce que tu viens de vivre est absolument intense, extraordinaire, et j'avais, je ne sais pas si c'était naïvement ou pas, la volonté de faire une pause parce que je me disais tu peux pas reprendre une activité, tu vas t'emmerder en fait. C'était tellement intense, tellement fort, donc tu as besoin de prendre du recul. À titre personnel, je venais me séparer, j'avais aussi je crois besoin de faire le point sur ma vie. Du coup, on a trouvé un terrain d'entente et je remercie le groupe Novartis pour ça. Donc j'ai eu la chance, et c'est une véritable chance de pouvoir prendre du recul. Et quand je suis sorti de chez Novartis, à aucun moment je me suis dit « Iñaki, tu vas retravailler dans la médecine nucléaire ». Au contraire même, j'avais été passionné par ça, mais je me suis dit « Ta loyauté t'interdit de retravailler ». Oui, tu souris et t'as raison, parce qu'avec du recul, c'était peut-être pas une pertinence absolue, puis tu vois là où j'ai atterri. Mais en tout cas, j'avais pas du tout ciblé
créer un laboratoire de médecine nucléaire pour mon next step. Donc, et on s'est rencontrés à ce moment-là, donc tu connais un peu la suite, mais... Donc j'ai travaillé sur mon réseau, rencontré des gens, mais à aucun moment je me suis dit tiens, je vais aller rencontrer les gens de chez Curium. Donc c'est arrivé vraiment par le plus grand des hasards. C'est d'ailleurs un monsieur qui avait quitté Curium lors d'une restructuration qui m'a contacté sur LinkedIn parce que lui voulait rentrer chez Novartis en médecine nucléaire, et c'est lui qui a souhaité m'a proposé de mettre en contact avec le laboratoire Curium. J'ai refusé, toujours en lui disant mais en fait je me vois pas aller chez le concurrent direct juste après, et puis finalement il a un peu insisté. Je me suis dit Iñaki, bon c'est peut-être idiot de pas accepter à minima d'échanger. Donc j'ai échangé avec les leaders de Curium, et c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie, qui correspondent aux valeurs que sont les miennes, à cette volonté de mettre aussi l'homme au centre du développement de l'entreprise, avec un projet qui était hyper excitant. Donc je me suis dit, Iñaki, tu as rencontré des hommes qui correspondent à tes valeurs. Le projet est quand même excitant, puisqu'il s'agit de développer une plateforme à l'international en thérapie. C'est un laboratoire qui fait essentiellement aujourd'hui du diagnostic. Donc là, tu passes concrètement du diag à la thérapie. Alors, on a un gros portefeuille diagnostic, mais toi, mon enjeu, ça va être d'accompagner surtout, je suis responsable de l'ensemble du portefeuille, mais je vais surtout aider les équipes et les accompagner sur le développement de la thérapie. Donc, c'est un changement de paradigme pour le groupe Curium. Donc, j'ai travaillé sur ma loyauté. Je me suis dit, bon, en même temps, aujourd'hui, il n'y a que Novartis qui est vraiment sur le marché, et je pense que c'est aussi important pour les patients et pour les médecins d'avoir d'autres alternatives. Donc ça a été un de mes drivers qui m'a permis finalement de prendre ma décision. Et si je vais chez Curium, encore une fois, c'est parce que le projet m'intéresse, c'est parce que les gens avec qui j'ai travaillé m'intéressent, mais c'est absolument pas pour aller partager des secrets industriels ou des éléments confidentiels que je connaissais chez Novartis. C'est pas moi et ça sera jamais moi. Donc je saurais faire la part des choses. On arrive à la fin de l'épisode. On a déjà dépassé un peu le format, le temps. Mais bon, je suis pas sûr que sûrement beaucoup d'ailleurs. Je sais pas quelle heure il est, mais... Ça fait déjà 1h10, mais peut-être qu'on pourra refaire un épisode plus tard. Peut-être justement, au vu de tout ce que tu m'as raconté pour clôturer l'épisode, est-ce que tu changerais quelque chose ? Forcément, il y a plein de choses qu'on... En fait, oui et non, je suis partagé parce que je fais partie de ces gens qui n'aiment pas revenir sur le passé. Le passé, il est ce qu'il est, et en fait, j'aime plutôt vivre le présent et me projeter sur l'avenir. Donc, je me pose jamais ou rarement cette question. Maintenant, à titre perso, et tu as insisté dessus sous le ton de l'humour, mais en même temps, ça a quand même été un petit traumatisme pour moi, attendre 31 ans avant d'assumer qui je suis. Ça, c'est clair que je pense que c'est... S'il y avait un truc que je voudrais changer aujourd'hui, si j'avais à réécrire mon passé, c'est forcément ça. À titre professionnel, il y a forcément plein de choses que je pourrais refaire différemment, mais spontanément, j'ai pas d'éléments précis à te dire, si ce n'est quand même que je suis quelqu'un, et tu l'as peut-être senti pendant cette heure 10, mais qui suis très axé sur les émotions, les miennes, celles des autres, sur mon gut feeling, comme on dit en anglais, je trouve plus le mot en français, mais mon ressenti, ou en tout cas mon intuition, c'est l'intuition le mot que je cherchais. Et j'ai mis du temps à faire confiance à mon intuition, à mes émotions. Le doute l'a souvent emporté dans certaines décisions que j'avais à prendre, notamment des décisions humaines. Et je pense qu'avec du recul, je ferai davantage confiance à mes émotions, à mon intuition. Et en tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui, ce que je ferai demain. J'entends, merci déjà Iñaki pour ta transparence, ta générosité, ça se sent vraiment. Effectivement, c'est pas que des mots que tu places. Et c'est marrant parce que quand même, tu dis que tu t'es pas fait confiance sur l'intuition, etc. In fine, tu as quand même fait, parce que moi je crois pas vraiment aussi à la chance. Tu as quand même rencontré ces deux mentors très forts, et j'imagine qu'il y a, si on creusait un peu, il y aurait aussi d'autres noms, peut-être un peu moins forts évidemment que ces deux mentors que tu évoques, mais aussi des personnes sur qui tu as pu te reposer. Tu as l'air d'être quelqu'un qui effectivement depuis toujours finalement essaie de faire preuve d'une grande honnêteté intellectuelle,
déjà envers toi, pour l'être avec les autres. C'est tout ce que je mets derrière, tout ce que tu racontes de respect, d'accompagnement, peu importe le contexte, des uns, des autres, toujours avoir un regard, une attention, quelque chose pour dire oui, tu existes et je te reconnais et ça fait du bien, peut-être parce que toi, pendant très longtemps, tu t'es pas reconnu pendant très longtemps. Enfin, moi, j'y vois un lien, en tout cas. Oui, pour ça, tu as raison. Et que finalement, dans cette quête identitaire presque de ta part, tu as réussi à chaque fois à t'entourer, encore une fois, notamment de ces deux mentors que tu évoques qui ont une grande place dans ta vie, et encore une fois, peut-être certainement d'autres personnes, pour t'aider à avancer, pour te raconter mieux, encore une fois, dans cette quête d'honnêteté intellectuelle, avant tout pour toi, et d'authenticité. D'authenticité. On sent que tu as cette envie de pas flouer l'autre. Et parce que pendant peut-être encore une fois très longtemps je me suis senti floué, je pense. Ouais. Pas forcément par des gens, mais en tout cas par toi, en fait. Par moi-même. Ouais. Exactement. Ouais. Je me suis auto-floué. Ouais. Et je trouve ça incroyable d'avoir ce recul, parce que tu vois, il y a des moments, j'ai eu en toute honnêteté, c'est peut-être pour ça qu'un jour on fera un autre épisode, et pardon pour ceux qui attendaient peut-être un peu plus d'éléments sur l'industrie pharma ou sur ce que tu as pu faire de manière opérationnelle, etc. Mais très honnêtement, moi aussi, tu disais tout à l'heure, je ne m'attendais pas à parler de certaines choses, je ne m'attendais pas à ne pas poser certaines questions. Tu vois, et en fait, en t'écoutant, j'avais envie à certains moments de poser certaines questions sur le champ opérationnel, puis non, en fait. Non, parce que je me suis laissé finalement embarquer par cette reconstruction, en fait. Tu vois. Je t'ai observé pendant plus d'1 heure, finalement, et je trouve ça incroyable, cette énergie que tu as mis en toi pour te reconstruire, ou te construire peut-être, tout en ayant la volonté de te heurter le moins possible, mais pour ne pas heurter les autres, tu as une considération de l'autre qui est vachement forte, en fait. Tu vois, en parlant, je me dis, wow, c'est important pour toi, pas le regard de l'autre, mais l'autre en tant qu'humain. Je me dis, tiens, c'est quand même fou, cet élément-là. Et de tant que faire se peut, ne pas te fourvoyer ou te travestir ou ne plus de te mentir à toi-même, parfois dans des contextes qui peuvent être périlleux, clairement. On parle t'es dans des écosystèmes, cotés en bourse, il faut chercher de la rentabilité. Enfin, tout le monde sait que c'est pas facile de faire exister l'humain au sens noble du terme, mais c'est presque ton combat. Alors, je ne sais pas si le mot combat est le bon terme, mais en tout cas, c'est ton leitmotiv. De pas. En tout cas, tu as ça en ligne de mire, forme de boussole, parce que toi, je pense que tu as presque acté avec toi-même que tu ne voulais plus jamais te perdre pour ne plus jamais perdre les autres. J'aime bien cette formule. Ouais. Plus jamais me perdre pour ne pas perdre les autres. Faut peut-être qu'on la note. Ouais, je la trouve assez cool. Ouais. Je pense qu'on peut peut-être... je pense que ça résume assez bien ce que tu m'as fait ressentir pendant l'épisode. Je pense qu'on va arrêter là. Merci Jess. Merci beaucoup Iñaki. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.